Madame, Monsieur, bonsoir. Le 29 novembre 2021, les autorités marocaines décident la fermeture des frontières à cause de l'apparition d'un nouveau variant Covid-19, le variant Omicron. Il faut préserver bien sûr les acquis de lutte contre le virus et surtout la santé du citoyen marocain. Mais sous le poids des annulations à tour de bras, la nouvelle a littéralement anéanti les espoirs d'une reprise d'un secteur déjà à terre, le tourisme. C'est le secteur qui a été le premier à subir les conséquences directes et indirectes de la pandémie. Depuis plus de 20 mois, toujours pas de signaux d'une véritable reprise, contrairement à d'autres industries. Si toutefois ce secteur est unanimement considéré comme une réelle industrie avec son écosystème et son plan d'accélération, pourquoi pas ? Mais loin ou avant d'accélérer l'activité touristique, il faut la garder en vie et ces entreprises tentent tant bien que mal de vivoter. Et ce n'est pas propre au royaume, puisque selon l'Organisation mondiale du tourisme, les pertes du tourisme mondial sont estimées à 2000 milliards de dollars, rien que pour l'année actuelle, c'est-à-dire 2021. Et si on parlait appui, alors au Maroc, bien sûr, il y a eu et il y aura certainement des plans de soutien, d'abord aux travailleurs du secteur, notamment à travers la reconduction des indemnités forfaitaires de 2000 dirhams, reconduite pour la deuxième fois. Pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, il y a eu bien sûr les lignes de crédit d'Aman et tout récemment, un moratoire a été acté entre la tutelle, donc le ministère du Tourisme, et le GPBM, le groupement des banques marocaines pour les transporteurs et les hôteliers qui ne peuvent tout simplement plus ou pas payer leurs dettes. Mais une question s'impose, faut-il traiter la dette par la dette ? Encore faut-il y accéder, puisque selon un sondage de la Confédération nationale du tourisme, seuls 35% des professionnels du secteur ont pu y avoir accès. Difficile toutefois de vérifier ce chiffre puisque pas de données disponibles pour le moment du côté des banques ou encore de l'Observatoire du tourisme. Les professionnels du secteur enchaînent les propositions de plans de sauvetage, des recettes qui valent entre rééchelonnement de la dette et des charges sociales, moratoire fiscal, mise en place même un fonds de tourisme qui serait adossé au fonds Mohamed VI. La tutelle à peine nommée que la voici confrontée au pire des cauchemars, maintenir en vie un secteur dont l'essentiel de l'oxygène, donc des recettes, provient de l'étranger, car le touriste local ne peut pas tout simplement se substituer à l'international. C'est une question de chiffres. Le gouvernement semble conscient de la gravité de la situation. Alors comment compte-t-il sortir le tourisme de son agonie et de son apnée ? La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale répond à nos questions ce soir et peut-être même aux attentes nombreuses des professionnels. Bonsoir Fatem Zahra Amour. Bonsoir. Merci beaucoup d'accorder votre première interview télé depuis votre nomination par Sa Majesté le Roi Mohamed VI le 7 octobre dernier à Médian TV, d'être avec nous sur le plateau. Bienvenue. Merci à vous. Donc, si on commençait par un état des lieux, bien sûr, le diagnostic est là, mais je parlais d'un diagnostic chiffré déjà à l'échelle mondiale. On parle de pertes de 2000 milliards de dollars, c'est énorme, avec pour l'année 2021, sachant que l'activité a toutefois repris au niveau mondial. Mais si on parlait de l'impact au niveau national, est-ce qu'on peut quantifier les pertes ? Oui, on a des chiffres qui sont très clairs. Aujourd'hui, on était en 2019 à 13 millions de touristes, par exemple. On est à 3,7 en 2021. Et en termes de recettes, on était à 80 milliards, on n'est plus qu'à 30 milliards, donc c'est quand même une perte de 50 milliards de dollars, donc 50 milliards de dirhams, donc c'est énorme, énorme. Donc on parle de pertes, est-ce qu'on parle aussi de pertes, bien sûr, financières, on parle aussi de pertes en termes d'entreprises. Combien d'entreprises aujourd'hui ont mis la clé sous la porte ? Écoutez, franchement, c'est très difficile pour moi de vous donner ce chiffre. Très bien. Il est clair que comme dans toute crise, il y a dû y avoir des faillites. C'est le cas dans le monde entier. C'est une crise économique qu'on n'a jamais vécue depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans le monde entier. Donc c'est sûr que la situation est dramatique dans le monde entier. Au Maroc, évidemment, avec un tissu économique qui est déjà fragile, il y a beaucoup de pertes. Maintenant, je ne suis pas capable de vous le chiffrer, sincèrement. Oui. Alors depuis, quelle a été votre réaction quand il y a eu la décision de fermer les frontières, Madame la Ministre, sachant que vous entamiez votre mandat? Mais c'est sûr que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. C'est évident. Mais écoutez, je pense que c'est un choix qui a été fait, franchement, de manière concertée pour préserver la santé des Marocains, tout d'abord, et préserver aussi tous les acquis que nous avons eus grâce à la vaccination. Et c'est une décision qui est très difficile à prendre pour nous en tant que gouvernement. Croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on prend ce type de décision. Personne ne se ferme la porte à des recettes quand on peut faire autrement.
Donc, Mais est-ce que vous avez essayé de négocier? Bien sûr, j'ai essayé de négocier, mais bon, je suis pas la seule à décider. Et puis moi, j'ai mes arguments qui concernent mon secteur, mais il y a aussi des arguments qui viennent d'autres ministère de la Santé. Du ministère de la Santé, bien sûr, et puis que je comprends sincèrement. On a des hôpitaux qui sont ce qu'ils sont. Mais est-ce que la décision, elle aurait pu être prise et son activation aurait pu peut-être laisser un peu de temps? Peut-être. Je pense que sur le process, on pourrait améliorer des choses. Maintenant, c'est vrai que face à la crainte toujours de voir encore exploser les cas, comme ça a été le cas cet été, par exemple, je pense que personne n'a envie de revivre cette expérience, sincèrement. Et moi, en tant que ministre du Tourisme, je ne voudrais pas non plus prendre cette responsabilité de me retrouver quand même avec des pertes conséquentes au niveau humain. Et donc, vraiment... Comme je vous le dis, c'est une décision difficile, mais que nous prenons de manière responsable. Reconduction aussi de la décision de la fermeture des frontières. Bon, de toute façon, vous me direz, la saison hivernale était déjà compromise, si ce n'est, elle était déjà... bon, on n'attendait pas trop non plus. Oui, elle parce pas que sauvable. bien sûr, parce que la saison haute au Maroc commence au mois d'octobre. Donc on avait déjà perdu le mois d'octobre et une partie de novembre. Maintenant, on espérait quand même avoir le mois de décembre. Et puis là, je vous avoue que c'est quand même des pertes qui représentent entre 3 et 4 milliards. Donc, pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre. 4 milliards de dollars. Dirhams. De dirhams. Donc, bon, il est clair que cette question de fermeture des frontières nous amène à cette question que beaucoup se posent. Est-ce que, parce que, bon, vous l'avez dit, il y a eu concertation. Mais il y a aussi cette question de convergence des politiques publiques, des politiques des différents départements. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui dans le gouvernement en ce qui concerne le tourisme? Parce que le tourisme, rappelons-le, c'est un écosystème qui concerne tellement d'opérateurs qui opèrent dans d'autres ou sous d'autres tutelles. Est-ce qu'il y a cette convergence aujourd'hui dans ce gouvernement, Madame la Ministre? Franchement, il y a une convergence. On prend les décisions de manière concertée et en bonne intelligence. Il y a plusieurs ministères qui sont concernés. Par exemple, quand on donne une aide, on a comme ministère des Finances avec nous, donc ce n'est pas une décision que je prends toute seule. Dont la ministre était d'ailleurs ministre du Tourisme. Oui, exactement. Donc c'est quand même un ensemble de ministères est concerné. Le ministère des Transports est concerné, le ministère de l'Emploi est concerné également. Donc effectivement, c'est quand même un ensemble de décisions que nous prenons ensemble. Et vraiment, le gouvernement est extrêmement conscient de la difficulté que vit le secteur aujourd'hui et de l'urgence des mesures que nous devons prendre. Nous allons parler de ces mesures, nous allons y consacrer une bonne partie de l'émission. On a parlé de convergence au sein du gouvernement et de concertation. Et les professionnels, vous concertez avec eux? Vous avez rencontré les professionnels, Madame la Ministre? Alors, je les ai rencontrés tous ensemble une fois. Après la fermeture des frontières? Alors, je les ai rencontrés individuellement, certains d'entre eux. Je les rencontre la semaine prochaine tous ensemble, donc au sein de la CNT, justement pour discuter des mesures urgentes. La fermeture des frontières, elle est assez récente et nous-mêmes, on a essayé d'accélérer les mesures les plus urgentes qui étaient l'indemnité forfaitaire dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc vraiment, on a travaillé sur la préservation de l'emploi. Ça a été ça notre priorité. Il y a beaucoup d'emplois qui ont été perdus. Je ne saurais pas vous dire encore une fois combien d'emplois ont été perdus, mais en tout cas, nous, on est là pour nous assurer que les employés qui travaillent encore reçoivent leurs aides. Alors, parlons de ces aides. Donc, c'est parmi les mesures qui ont été prises en urgence, c'est de reconduire ces indemnités forfaitaires de la CNSS de 2000 dirhams pour les travailleurs du secteur. Donc, un spectre assez large, on pourra discuter des détails. Donc, elles concernent quel mois exactement? Alors, on a décidé de reconduire du mois de septembre au mois de décembre. Donc, quand la décision a été prise, les frontières étaient encore ouvertes. Donc, ça concernait en fait... on n'a pas considéré les 2 mois d'été, parce qu'on a estimé que les frontières étaient ouvertes, donc les gens ont travaillé. Et donc, on a repris juste après la fermeture des frontières, donc septembre jusqu'en décembre. Donc maintenant, il va falloir peut-être qu'on rediscute pour la suite si les frontières restent fermées. Mais pour les mois de septembre, octobre, juste pour que je comprenne un peu plus, les mois de septembre, octobre ont été payés pour les salariés parce qu'ils ont travaillé. Oui.
Et ils vont quand même recevoir ces indemnités. Oui, ils vont les recevoir a posteriori. A posteriori. A posteriori. Et sur quelle base? C'est-à-dire la liste qui a été établie, est-ce que c'est la liste des indemnités forfaitaires qui ont été déjà distribuées une première fois, ou la liste a été mise à jour? Alors, la base de travail, c'est la première liste. Oui. On a demandé aux professionnels de la mettre à jour en fonction, effectivement, des emplois qui étaient maintenus ou pas. Donc, elle a été mise à jour, effectivement, et elle concerne un peu moins de 100 000 employés. 100 000 employés dans les hôtels, Alors, tous les métiers liés tous les métiers liés au tourisme. Les hôtels, les guides touristiques, les agences de voyage, même les agences d'intérimaires qui travaillent dans le métier, et les transporteurs touristiques. Même si, techniquement, ils ne dépendent pas de notre ministère. Ah, ben alors, on s'arrête là-dessus. Les transporteurs touristiques ne dépendent pas du ministère du Tourisme, mais ils dépendent du ministère du Transport. Ouais. C'est pour cela que, encore une fois, cette question de convergence au sein du gouvernement, donc le ministère du Transport s'est engagé aussi par rapport à ces indemnités. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, les décrets concernant les indemnités sont signés par un ensemble de ministères, dont le ministère du Transport. Alors, c'est moi qui ai porté... Les décrets d'application. Les décrets d'application. C'est moi qui ai porté le projet, effectivement, parce que... Les transporteurs touristiques, finalement, ils ont un petit peu l'impression qu'ils dépendent du ministère du Tourisme. Donc, je les ai reçus et j'ai écouté leurs doléances, etc. Mais le ministre des Transports les a reçus également par la suite. Et on a tous été, volontaires pour essayer de régler leurs problèmes le plus rapidement possible. Parce qu'ils ne sont pas les seuls dans cet écosystème touristique. Il y a d'autres opérateurs qui aussi souffrent de la fermeture des frontières. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour eux? En l'occurrence, dans la restauration, par exemple, ou d'autres métiers qui travaillent directement avec les touristes étrangers. Alors, c'est un peu compliqué pour la restauration parce qu'on estime quand même que... D'abord, la restauration dépend du ministère du Commerce. Oui. Et la plupart des restaurants fonctionnent avec les Marocains, a priori. C'est-à-dire les gens en sortent pour consommer. Maintenant, il se peut qu'il y ait quelques cas exceptionnels de restaurants touristiques. Et c'est vrai que ces restaurants touristiques viennent nous voir en nous disant, nous, c'est pas normal, on devrait dépendre du ministère du Tourisme. Et on est en train de nous pencher sur cette question. Est-ce qu'on devrait peut-être catégoriser, disons, les restaurants? C'est une option qui est sur la table aujourd'hui. Très bien. Autre option qui est sur la table, en fait, qui était déjà sur la table, il y a eu ce contrat-programme signé en 2020, en août plus précisément, et il couvre normalement la période de 2020-2022. Entre-temps, les choses ont évolué. Le ministère a changé vous êtes arrivé donc à la tête de ce ministère. Qu'est-ce qu'il devient, ce contrat-programme? Écoutez, le contrat-programme, il a été mis en place partiellement au moment de la crise. Donc ça fait maintenant 18 mois qu'il a été mis en place. Il y a des choses urgentes qui ont été mises en place, que je pense qu'on en a déjà parlé. Maintenant, par la suite, les frontières se sont réouvertes, le business a recommencé, etc. Et voilà, on a un petit peu oublié ce contrat-programme. Et aujourd'hui, on le remet sur la table. Mais les conditions ont changé aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut se rasseoir avec les opérateurs. Dans quel sens? Quels sont les points, selon vous, qui doivent être revus et révisés dans ce contrat-programme? En fait... Sincèrement, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une liste d'une vingtaine de points. Moi, sincèrement, je pense qu'il faut parer au plus urgent. Je pense qu'il faut vraiment... c'est une sorte de wish list qui a été faite. Mais qui a été approuvée par l'ancienne tutelle. Oui, qui a été approuvée et qui était certainement justifiée au moment où elle a été faite. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, sincèrement, je voudrais me rasseoir avec les opérateurs et voir... Qu'est-ce qui est pertinent aujourd'hui, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est la raison pour laquelle je les rencontre la semaine prochaine, donc les membres de la CNT, pour discuter vraiment avec eux de manière concrète quelles sont les choses urgentes et faisables. Pas tout ce qu'on a envie de faire, parce que finalement, quand vous recevez une liste de 20 doléances, vous n'avez même pas envie de les lire. Donc moi, je leur dis, c'est vraiment un message que je leur ai passé, donnez-moi les 4 ou 5 choses les plus vitales... Bon, il y a 10 qu'il faut mettre en œuvre. Il y a de 20, elles sont passées à 10. Il y a 10 propositions pour, je cite le communiqué de la Confédération nationale du tourisme, pour un nouveau pacte responsable. Donc 10 mesures, peut-être qu'on ne va pas toutes les passer en revue, mais vous avez parlé de choses qui soient réalisables. Donc
Oui, des choses réalisables. Par exemple, nous, on est prêts à nous asseoir avec eux, avec les banques, par exemple, pour voir comment on peut éventuellement faire un moratoire pour leurs dettes, éventuellement prendre en charge une partie des intérêts. Ça, l'État est prêt à réfléchir à ce genre de choses. Pas d'aide directe. Non, alors les aides directes, c'est pour les employés. Pas pour les entreprises. Pour les entreprises, on veut mettre en place, on veut les aider déjà à gérer les choses avec les banques, d'une part, mais l'État quand même va se porter garant de certaines choses. Ça va coûter de l'argent à l'État? Bien sûr que ça va coûter de l'argent à l'État. Et justement, le travail que doit faire la CNT, c'est d'essayer de chiffrer ce que ça va coûter. Parce que l'État ne va pas signer un chèque à blanc. Donc c'est important quand même. Parce que, bon, certains, je pense qu'on vous a déjà posé la question, Madame la Ministre, ont évoqué l'exemple de la France qui a débloqué un budget de 10 milliards d'euros pour aider le secteur touristique. Oui, mais la France... Mais en aide directe. Oui, mais encore une fois, je pense que la situation est extrêmement différente et je ne pense pas qu'on puisse se comparer à un pays comme la France. Franchement, il faut être raisonnable. Je pense que les pays ne disposent pas du tout des mêmes moyens. De la même manière que la France a gardé ses frontières ouvertes parce qu'ils ont des hôpitaux qui peuvent recevoir des milliers de personnes, et c'est une décision qu'on n'a pas prise. Donc je pense qu'il faut arrêter de nous comparer à la France ou à tout autre pays. D'ailleurs, je pense que chaque pays a sa situation. Et il faut que les gens aussi comprennent que l'État marocain est un État responsable, qui a les moyens qu'il a, mais qui met vraiment tout en œuvre pour aider aujourd'hui le citoyen et les opérateurs. Est-ce que vous pensez que les opérateurs ne sont pas assez endettés? Parce qu'on on sait que ce secteur-là, et notamment investir dans le secteur touristique, est très capitalistique. Oui. Et donc, déjà, pour investir, on s'endette. Pour garder le business en vie, on s'endette. Et là, on va encore s'endetter. Est-ce que ça ne risque pas d'alourdir? Non, c'est pas s'endetter. Vous m'avez pas laissé le finir parce que, à côté de ce que je suis en train de vous dire, qui est le moratoire pour justement alléger la pression sur les opérateurs, justement pour qu'ils n'aient pas à payer leur dette justement tout de suite, on va créer un fonds également. On va créer un fonds également touristique pour les aider dans la relance, pour les aider à relancer, à maintenir leurs hôtels, parce que l'une des problématiques que nous avons justement dans l'hôtellerie, c'est le maintien du patrimoine. Et c'est ça ce que nous sommes en train de risquer aujourd'hui, c'est que si les hôtels ferment, ça va être vraiment très très difficile pour eux de les remettre sur pied. Donc aujourd'hui, nous, notre idée, c'est de créer un fonds qui va permettre justement aux hôteliers de maintenir leurs hôtels, de les maintenir ouverts, ça c'est extrêmement important, et c'est comme ça que l'État a envie de les aider, sur des choses qui sont, constructives. Ce n'est pas donner juste des aides comme ça, c'est aider pour garder le patrimoine, par exemple. Parce que la moitié du parc touristique national n'a pas ouvert depuis mars. Oui, mais c'est le cas dans tous les pays. À Paris, mars 2020, à Paris 50% des hôtels sont encore fermés aujourd'hui. Donc il ne faut pas croire que la situation est bien meilleure ailleurs. C'est vrai que nous, on a les yeux rivés sur notre situation, mais il faut savoir que c'est une situation globale. Et ce fonds, donc, il sera... Comment va-t-il être financé? Ben écoutez, nous, aujourd'hui, on est en train de travailler sur ça. Donc c'est tout récent. Comme vous l'avez dit, on n'a même pas 100 jours dans la fonction, donc aujourd'hui c'est quelque chose sur laquelle l'ensemble des départements est en train de travailler, bien sûr prioritairement le ministère des Finances. Il va être financé dans un premier temps par l'État et on réfléchira par la suite à d'autres moyens de financement. Ça aussi c'est quelque chose sur laquelle on travaille actuellement. Et donc ça concerne des hôtels du Maroc entier, enfin de tout le royaume. Il n'y a pas des villes qui sont peut-être plus touchées que d'autres. Je cite, écoutez, je pense qu'on va... l'exemple d'Agadir par exemple qui est... Je pense qu'on va étudier les choses de manière rationnelle avec l'ensemble de la liste des hôtels, ce qu'ils ont besoin de faire pour maintenir leur hôtel. On va chiffrer hôtel par hôtel. C'est un exercice de fourmi qu'on va devoir faire. Et par rapport aux aides, enfin pas du tout aides, plutôt de soutien financier, notamment les Daman Relance et Daman Oxygène, est-ce que... vous contredisez, affirmez les chiffres qui ont été avancés par la CNT par rapport à l'accès au financement, Madame la Ministre? Écoutez, aujourd'hui, franchement, on a deux sons de cloche. On a les professionnels qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à accéder au crédit.
et on a les banques qui disent qu'elles, elles sont prêtes à donner ces crédits-là. Donc, j'imagine que la réalité se trouve un petit peu entre les deux. Et donc, aujourd'hui, les banquiers, quand on leur parle, ils nous disent, ben non, ils doivent venir nous voir, et nous, on va leur donner les crédits dont ils ont besoin. Donc, et leur message était très clair. J'ai rencontré le GPBM la semaine dernière. Son message était très clair. Ils sont ouverts à aider les hôteliers. Et ils sont entièrement solidaires et conscients de la problématique. Mmh. Et c'est pour cela que donc il y a eu ce moratoire, encore une fois, avec le GPBM, que vous avez signé. Pour les transporteurs touristiques. Pour les transporteurs touristiques, qui va être élargi aux hôteliers. Alors, il va peut-être être différent, mais effectivement, l'idée, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire reprofiler peut-être le domaine. Exactement. C'est un peu ça l'idée, oui. D'accord. Maintenant les frontières sont fermées. Il y a cette question de confiance. Pour rétablir une confiance avec... vous êtes une professionnelle et vous savez que la confiance, pour qu'elle soit construite, elle prend beaucoup de temps. Et malheureusement, elle peut disparaître en très peu de temps et en une fraction de seconde. Comment rétablir la confiance vers la destination Maroc après la fermeture des frontières? Est-ce qu'on est sûr qu'après la réouverture des frontières, on aura des touristes qui viendront quand même? Moi, personnellement, je pense que oui. Pourquoi? Parce que je crois qu'on a... Moi, je suis confiante que la reprise va être rapide. Vous savez, quand les frontières ont ouvert dans le monde entier, le tourisme a repris très, très rapidement et bien plus rapidement que ce que ne prédisaient les experts dans le métier. Parce qu'il y a une soif de voyager aujourd'hui. Et le produit Maroc est un produit qui plaît. Moi, quand j'ai rencontré les opérateurs internationaux à l'OMT à Madrid, ils nous disent on a envie de revenir. On a hâte que les frontières réouvrent. Et il n'y a pas de raison pour que la confiance soit effritée parce que ce n'est pas une décision qu'on a prise de manière arbitraire. C'est vraiment une décision qu'ils comprennent. Ils savent que la situation est difficile, qu'on n'a pas eu d'autre choix que de fermer les frontières et eux, ils veulent revenir. Et aujourd'hui, franchement, que ce soit les touristes à qui on parle, les étrangers, que ce soit les investisseurs ou que ce soit les opérateurs, ils disent, nous, on veut revenir au Maroc. Donc moi, je vous dis, le jour où les frontières ouvrent, tout le monde sera de retour. On l'espère pour le secteur et pour ses opérateurs. Mais encore une fois, si on venait à perdre ces touristes, parce que les frontières sont fermées, ils se sont dirigés vers d'autres destinations, par exemple l'Égypte. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre même peut-être des touristes qui viennent pour la première fois et qui vont peut-être en Égypte, qui vont se plaire là-bas et revenir là-bas et pas venir au Maroc? Probablement qu'il y en a. Vous savez, il y a une volatilité évidente. Maintenant, je pense que le produit Maroc plaît pour sa diversité, pour sa gastronomie. Alors, je ne vais pas comparer à d'autres pays, mais bon, je dis que le Maroc a une richesse qui est assez unique. Pour sa proximité à l'Europe également. On est vraiment aux portes de l'Europe. Et aujourd'hui, au-delà des Européens qui vont revenir de manière assez naturelle, parce que tout le monde a envie de voyager aujourd'hui, tout le monde favorise soit le tourisme interne, soit les moyens courriers. Les gens n'ont pas encore repris vraiment les longs courriers. Aujourd'hui, on est à 3 heures de l'Europe. Et vous parlez de l'Égypte est quand même plus loin. Donc je pense que quand même, on a une proximité à l'Europe qui joue en notre faveur. Et il y a également, moi j'ai discuté de ça aussi avec des opérateurs, on peut devenir un point de visite dans un circuit européen, de par notre proximité. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai rencontré un opérateur qui est extrêmement intéressé, par exemple, par ramener les Brésiliens au Maroc. Les Brésiliens voyagent énormément en Europe, c'est leur destination numéro 1, et ils voudraient intégrer en fait le Maroc dans ce circuit entre guillemets européen, à partir du Portugal ou de l'Espagne, par exemple. Et c'est quand même, par exemple, un marché de 200 millions de touristes que nous n'avons pas encore aujourd'hui. Donc, il y a quand même des idées. Il y a bien sûr notre marché historique européen, mais il y a aussi d'autres marchés sur lesquels on peut s'ouvrir dès que les longs courriers seront un petit peu plus, populaires, parce que pour le moment, ils ne le sont pas encore. Est-ce que l'offensive, justement, pour aller vers de nouveaux marchés émetteurs, elle a changé, elle s'est adaptée, elle a évolué? En tout cas, nous, aujourd'hui, on réalise que nous devons diversifier les marchés émetteurs.
C'est un travail qu'a commencé à faire l'ONMT il y a quelque temps. En 2019, par exemple, on a eu le marché chinois. Donc il y a eu la levée des visas, il y a eu un engouement énorme des Chinois pour le Maroc. Malheureusement, il y a eu la fermeture des frontières juste après, que ce soit à notre niveau d'ailleurs ou au niveau de la Chine. Parce que par exemple cet été, même quand les frontières étaient ouvertes chez nous, les frontières en Chine étaient fermées. Donc, oui. Mais c'est un marché avec un énorme potentiel et de personnes qui ont envie de venir au Maroc. Il y a aussi le marché américain, sur lequel on a énormément travaillé, et qui sont des gens qui recherchent, eux, le tourisme de luxe. Ce sont par exemple les principaux clients des grands palaces de Marrakech, ce sont des grands consommateurs dans les bazars, etc. Et donc ça aussi, c'est un marché qu'on développe, et plus ce marché brésilien dont je vous parle de 200 millions d'habitants, sur lequel on va vraiment mettre le focus très rapidement avec les tours opérateurs. Il y a quelques années, sur ce même plateau, avec des professionnels du tourisme et un représentant de la tutelle, il y a cette question de touristes chinois qui a été soulevée, notamment après la levée des visas. Et il y avait un constat, Madame la Ministre, c'est qu'on ne répond pas aux attentes du touriste chinois. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de travailler sur l'offre Maroc en tant que destination où le touriste chinois trouvera, entre guillemets, son bonheur? Je vais vous répondre de manière plus générale. L'offre marocaine doit évoluer en fonction des nouvelles demandes, que ce soit des Chinois ou autre chose. Parce que les Chinois, c'est un peu plus d'1 milliard, donc oui, c'est pour ça que c'est important en chiffres, en quantité. Oui. Je crois que si on doit parler de manière plus générale, ce qu'il faut retenir, c'est que le voyageur de demain n'est pas le voyageur d'hier. Et pour vous donner juste un chiffre, en 2023, on aura 50% de milléniaux, ça sera les voyageurs. Donc ce sont des personnes qui sont à la recherche, par exemple, de sens. Ils veulent des voyages qui ont du sens. Donc ils sont à la recherche de la culture, ils sont à la recherche du rural, ils cherchent de l'écotourisme, ils veulent du plein air, par exemple. Et donc ce sont des niches qui n'en seront plus à l'avenir, mais ce sont des niches qu'on doit développer de manière vraiment réfléchie dans nos investissements. Ils cherchent par exemple de l'animation. On pêche au Maroc par l'animation. Donc tout ça, ce sont des voies que nous sommes en train d'investiguer et sur lesquelles nous travaillons d'un point de vue investissement, parce que je rappelle que le tourisme, ce n'est pas que la promotion du pays, c'est surtout la préparation de l'offre. Et aujourd'hui, nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train de travailler une offre Maroc qui est suffisamment diversifiée pouvoir répondre à l'ensemble des demandes et des marchés émetteurs. Ça a été ça la force de la Turquie. La Turquie aujourd'hui, elle fait quasiment presque 40 millions juste avant la crise. Ils faisaient presque 40 millions. Pourquoi? Justement parce qu'ils ont développé différentes niches. Ils ont même des circuits qui s'appellent par exemple les oiseaux, le circuit des oiseaux. Donc quelqu'un peut venir et pendant une semaine ne faire que ça. Donc, ils ont développé différentes niches qui donnent une diversité d'expériences énorme et qui fait qu'ils peuvent répondre finalement aux besoins de tout type de voyageurs. Et ça a été ça leur richesse. Et je pense qu'il faut qu'on aille un petit peu dans cette même voie. Quand vous dites « on aille », c'est la tutelle, ce sont les professionnels, c'est qui? Alors, c'est d'abord la tutelle, bien sûr, parce que la tutelle est là pour mettre en place les stratégies, avec bien sûr la SMIT, qui est notre organe d'investissement. Donc ça, c'est pour la partie offre. Et bien sûr, on doit chercher, donc il y a la SMIT qui investit, mais nous devons aussi chercher des partenaires pour investir avec nous. C'est notre travail à nous, le ministère, et le travail de la SMIT. Mais puisque vous parlez du travail de la SMIT, on se dirige plus vers la petite et moyenne entreprise, la TPME, dans l'orientation des investissements? Alors oui, vous avez l'air très très bien renseigné, donc... Et effectivement, on a essayé de réorienter les investissements de la SMIT vers la TPME, justement pour travailler, pour amener une offre dans l'animation qui manque cruellement au Maroc. Qu'est-ce que vous entendez par animation? Alors l'animation, c'est tout ce qui permet à un touriste de faire autre chose que dormir à l'hôtel ou se prélasser au bord de la plage, qui est voilà. C'est un petit peu ça. Ça peut être de la restauration, ça peut être des parcs à thème,
pour les adultes, pour les enfants, ça peut être des musées dans les villes, c'est du commerce, des malls, c'est tout ce qui permet à un touriste de s'occuper pendant ses vacances. C'est ça l'animation. Et c'est vraiment ça le focus sur lequel nous mettons vraiment le focus pour les années à venir. Et ça, on doit travailler maintenant parce que, comme vous le savez, les projets d'investissement, ils ne se font pas en une nuit. Donc, entre le moment où on prend la décision de les faire et le moment où on les voit naître, il peut se passer plusieurs années. Donc, c'est vraiment important qu'on se mobilise aujourd'hui pour ça. Et vous pensez que même si on est en pleine crise, c'est le moment d'investir et de penser à l'investissement? Mais bien sûr, les Pourquoi? investisseurs, c'est pendant les crises qu'ils investissent. C'est pas quand le marché va. C'est là où il y a les opportunités. Mais bien sûr, bien sûr. Et on a des gens extrêmement intéressés. Comment pallier entre investissement, cet équilibre entre investissement et sauvetage et relance? Je pense qu'il faut mener les deux choses de front, sincèrement. Il y a la relance qu'on doit faire, qu'on doit préparer. Et c'est ce que nous faisons en maintenant, par exemple, la confiance justement des opérateurs, etc., pour que les avions reviennent rapidement, les touristes, etc. Donc ça, c'est la relance. Mais il ne faut pas qu'on oublie de préparer le produit. Et ça demande beaucoup de force de le faire. Parce que c'est vrai qu'en temps de crise, on a tendance à se renfermer sur soi et à essayer de préserver ce qu'on a, mais je ne pense pas que ce soit la bonne attitude. Franchement, je pense qu'au contraire, pendant la crise, il faut en profiter pour réinventer notre produit. Il faut le réinventer. Vous avez été un peu critiquée sur ça, Madame la Ministre. C'est pas grave. Par rapport à comment on nous parle de réinvention alors qu'on nous on pense à notre survie. À la survie de notre business, à payer les écoles de nos enfants. Vous connaissez le discours. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand j'ai parlé des 3 R, les 3 R peuvent être menés de front. Il y a comme je vous ai dit, il faut résister aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec les aides, etc. Il y a la relance, donc il faut que les touristes reviennent rapidement, donc il faut qu'on maintienne la confiance de nos partenaires. Et il y a effectivement cette réinvention, parce que, pour être franche avec vous, on faisait 13 millions de touristes en 2019, mais on était loin de notre potentiel. On a un taux de retour qui est assez faible, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Vous savez qu'en 2019, 240 000 Marocains sont partis en Turquie et ont dépensé l'équivalent de 6 milliards. Expliquez-moi pourquoi autant de Marocains vont chercher un produit qui finalement est un produit qui est extrêmement proche du nôtre. La mer, à quelques détails près. Il faut chercher ces détails, justement. Il faut chercher ces détails qui font que les gens laissent leur pays pour aller dans un pays finalement qui y ressemble. Et c'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que vous estimez que vous avez hérité d'un département déjà malmené? Oui, je crois que le tourisme a toujours été malmené, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde a son avis à dire sur le tourisme. On pense que c'est un produit, ce que j'appelle, c'est un produit grand public. Donc tout le monde se sent concerné et c'est bien parce que ça crée de l'émulation. Et moi aussi, moi j'aime bien être challengée sur ces points-là. Donc ça crée de l'émulation, tout le monde a son avis, mais ça crée aussi de la passion. Et je pense que si on arrive à faire des bonnes choses dans ce secteur, je pense que le retour aussi sur investissement est plus large. Voilà. C'est un produit grand public. C'est la différence entre un produit grand public et un produit de niche. Voilà. Le retour sera d'autant plus important si on fait du bon travail. Avant de parler du touriste local, national, vous avez parlé de retour sur investissement. Ce retour sur investissement, vous l'avez chiffré, Madame la Ministre, à 20 millions de touristes. À quel horizon? Écoutez, je sais que ce chiffre est assez galvaudé, qu'il a été sorti pendant des années. Mais l'occasion pour nous aussi de... Mais je vais vous dire franchement... De ressortir peut-être même les raisons de son échec, de ne pas atteindre ces 20 millions à l'horizon 2020. Écoutez, je pense qu'il y a eu plusieurs raisons dans le passé. Il y a eu la crise de 2008, il y a eu quand même des crises. Mais moi, ce que je vois, c'est que le Portugal, par exemple, fait plus de 20 millions, alors qu'il y a moins de 10 ans, ils ne faisaient même pas la moitié. Donc, ils ont gagné 10 millions, je crois, en 6 ou 7 ans, avec des politiques ciblées, donc un travail sérieux, des incentives, voilà, une stratégie qui a été mise en place et qui a été bien réfléchie et surtout mise en œuvre de manière sérieuse. Et moi, je suis persuadée que si au Maroc, on arrive
à construire une offre et qu'on arrive à mettre en œuvre ces projets. Parce que vraiment, j'insiste sur ça. Il y a la partie stratégique que souvent on sait très très bien faire, mais il faut qu'on fasse sortir ces projets. Et sincèrement, moi, c'est mon objectif. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement opérationnel. Et ce que je veux, c'est vraiment, pendant mon mandat, voir tous ces investissements se réaliser pour que finalement, on ait un produit à offrir aux touristes qui viennent. Un produit différent. Je pense que c'est fini le temps où on arrivait à attirer des touristes juste parce qu'on a un bel hôtel et une belle plage à côté, sincèrement. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à construire ce que recherche le voyageur de demain, qui est une offre diversifiée, de l'écotourisme, des belles choses, parce que n'oubliez pas qu'on est à l'ère d'Instagram, etc. Donc avoir un beau pays, c'est important aussi, parce que vous savez, il y a des gens qui voyagent juste pour prendre des photos de nos jours, hein, il faut le savoir. Donc si on arrive à mettre en œuvre tous ces projets dont je vous ai parlé, moi je suis certaine que dans moins de 10 ans, on sera à 20 millions. Il va coûter combien ? Ça coûtera ce que ça coûtera, mais je pense que ça rapportera énormément aussi. D'accord. Bon, alors, vous savez, vous avez parlé de stratégie. Moi, j'ai envie de vous parler de continuité. Parce qu'il y a eu beaucoup de stratégies, Madame la Ministre, pour augmenter le nombre de touristes qui visitent le beau pays qu'est le Maroc. C'est clair et indiscutable. Vous pensez que, déjà, ce chiffre pourrait être atteint à la fin de votre mandat ? Et sinon, est-ce qu'on va toujours arriver avec de nouvelles stratégies, avec de nouveaux plans et rebelote, et ce que ça va coûter aussi comme argent aux contribuables, naturellement, entre la mise en place et la mise en œuvre de ces stratégies-là. Donc, quelle continuité pour cette stratégie et cette vision ? Comme je vous l'ai dit, moi, on a fait des tas de stratégies qui sont bonnes, hein, franchement. Il y a des stratégies qui sont bonnes. Et aujourd'hui, moi, je pense que la bonne stratégie, c'est une stratégie très simple. On a une demande, il faut avoir une offre en face qui lui corresponde. Et franchement, moi, c'est ça mon objectif. Je vais ni lancer de nouvelles études, ni rien du tout. Aujourd'hui, on a des demandes, on sait exactement ce que veut le voyageur de demain. Et moi, mon rôle, c'est d'impulser de manière à réaliser les projets qui feront que le touriste trouvera exactement ce dont il a besoin chez nous. Et je vous les ai cités, je les répète. C'est quoi les incentives ? Vous avez parlé d'incitations. C'est des incitations de quelle nature ? Par exemple, ça peut être des incitations pour des investissements ciblés. C'est-à-dire, par exemple, moi, je peux donner une subvention à un investisseur qui veut investir dans l'animation, par exemple, et ne pas donner cette subvention à quelqu'un qui veut juste construire un hôtel, par exemple. Parce que l'offre est déjà existante. Exactement, et que par exemple. La demande. Ou Très par bien. exemple, je peux donner une subvention à quelqu'un qui veut faire un lodge dans un parc national, parce que je pense qu'il y a un énorme potentiel de ce côté-là et qu'il y a une réelle demande internationale, et voilà, et pas la donner dans un centre urbain. Très bien. Comment vous quantifiez la demande et l'offre ? Quel est le rôle de l'Observatoire du tourisme aujourd'hui ? En réalité, l'Observatoire du tourisme, tel qu'il est aujourd'hui, nous donne plus des chiffres a posteriori. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle je dois me pencher sérieusement. Aujourd'hui, les chiffres que nous avons proviennent plutôt des études de l'ONMT sur les demandes réelles de nos marchés émetteurs. Et c'est vraiment sur ça, que nous nous basons. Ouais. D'accord. Donc peut-être une restructuration aussi de l'Observatoire du tourisme, Madame la Ministre. En tout cas, ça c'est en réflexion. C'est en réflexion. Oui. Très bien. Bon, allez, parlons du touriste national. L'offre, est-ce qu'elle est adéquate à ce touriste national qui ne rate pas une occasion dès que les frontières sont ouvertes pour aller de l'autre côté de la Méditerranée ou en Turquie, comme vous le disiez, à juste titre? Bon, d'abord, je vais mettre un bémol. Le tourisme national est quand même un gros contributeur dans le tourisme, dans les nuitées. Il représente quand même 30% des nuitées au Maroc, donc ce n'est pas rien. Et il a augmenté, il a augmenté en moyenne de 7% par an sur les dernières années, donc c'est quand même pas mal. Donc il y a quand même un regain d'intérêt pour le tourisme national. Et je parle des dernières années, bien avant la crise, hein, je ne dis pas juste pendant qu'on était fermé. Donc on a une moyenne annuelle à peu près de 7%. Parce qu'il y a une offre qui s'améliore. Alors, est-ce qu'elle s'améliore suffisamment? Je vous le concède, peut-être pas complètement, parce que le touriste national a besoin peut-être d'autres choses. Aujourd'hui,
on a beaucoup mis le focus sur le touriste international, peut-être un peu moins, même au niveau de l'offre. Donc quand je vous parlais de l'offre tout à l'heure, il y a effectivement une offre que nous devons développer pour le tourisme marocain. Donc quand je vous disais les offres, ça correspond, c'est pour l'ensemble de nos marchés émetteurs, incluant le tourisme marocain. Marocain. Oui, et il fait partie des idées sur les marchés émetteurs. Mais bien sûr, bien sûr. Pour moi, le Maroc, on a aussi des idées pour le marché marocain que nous allons mettre en œuvre, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, le tourisme rural en fait partie. Hein. On a une très très grosse demande aujourd'hui des Marocains qui veulent ce tourisme, qui veulent des excursions dans le rural, etc. Et on a une richesse énorme. Vous savez qu'au Maroc, on a 10 parcs nationaux. Je défie quiconque de me les citer. On a une offre qu'on peut valoriser pour que le Marocain commence à voyager au sein du Maroc et n'aille pas chercher ça ailleurs. Donc le Marocain fait partie effectivement de ce que j'appelle les marchés émetteurs. Et on travaille sur ça. Est-ce qu'il y a des incitations aussi pour que le Marocain reste au Maroc? On a parlé d'incitation d'investissement, il y a une incitation aussi aux touristes, tout simplement. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, nous, on est en train de mettre en place un plan sur le reste de l'année et sur le début de l'année 2022, donc avec l'ONMT. Donc l'ONMT va lancer bien sûr une campagne pour encourager les Marocains à voyager, ça d'une part. Ils sont en train de travailler sur un certain nombre d'offres, par exemple, avec l'ONCF et avec les transporteurs touristiques, pour justement qu'il y ait des... Parce que le transport... C'est bien que de repenser ce business model, d'ailleurs, du transport touristique. Exactement. D'ailleurs, justement, c'est pour ça, parce que justement, le transporteur touristique doit trouver sa place aussi dans le tourisme interne. Et c'est important justement parce qu'on ferait d'une pierre deux coups. Et donc on est en train de travailler justement sur ce volet pour que le Marocain puisse voyager aussi en utilisant les transports publics et sans avoir ce frein justement. Comme en France, les gens voyagent en train, ça ne leur pose pas de problème. Il faut que ça devienne un moyen de transport, ou le bus par exemple, il faut que ça devienne un moyen de transport accessible et agréable aussi. En Europe, il y a des gens qui ont des voitures, mais qui prennent quand même le train, même pour leurs vacances. Donc, il faut qu'on arrive à cette situation. Et aujourd'hui, l'ONMT est en train de travailler sur des offres pour ça. Bon, alors, vous êtes bien sûr ministre du Tourisme, mais vous êtes aussi ministre de l'Artisanat. Donc, je vais vous poser 2 questions sur le secteur meurtri aussi par la crise, mais pas que. Il a besoin de se réinventer aussi. Mais pour se réinventer, il faut aussi tendre la main à ces orfèvres qui perpétuent un peu des traditions millénaires, mais qui sont un peu laissés pour compte, j'ai envie de dire. C'est quelle réponse par rapport à ce besoin, Madame la Ministre? Alors, en ce qui concerne le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, franchement, l'artisan aujourd'hui, il est au cœur de nos préoccupations. Quand je dis nous, ce n'est pas que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, c'est vraiment l'ensemble du gouvernement. On a aujourd'hui un chantier royal qui est celui de la couverture sociale. Les artisans représentent une grande partie de la population. C'est 2,5 millions d'artisans, ce qui veut dire c'est 10 millions de membres de famille. Donc on parle de 30% quand même des familles qui vivent de l'artisanat. Et aujourd'hui, on vient d'ailleurs de signer le décret qui va permettre à l'artisan de bénéficier de la couverture sociale. Et ça a été vraiment un travail de longue haleine, parce que jusqu'à il y a 15 jours, on ne savait pas qui était un artisan. Exactement. Bah oui. On n'avait pas de nomenclature, on ne savait pas qui était artisan, qui ne l'est pas. Donc il y a un travail titanesque qui a été fait sur le terrain pour déterminer justement, pour définir ce que sont les métiers de l'artisan. Et là, on vient de signer le décret. On a par exemple, juste pour l'information, on a 172 catégories d'artisans au Maroc. Donc vous imaginez, pour pouvoir les répertorier, etc., ça a été vraiment un long travail. C'est ce qui nous a permis de signer le décret relatif au RNA, donc le Registre national de l'artisan. Donc la première étape, ça va être pour l'artisan déjà de s'inscrire, parce que là, il sait dans quelle catégorie il va pouvoir s'inscrire. Une fois qu'il est inscrit dans cette plateforme, on prend le relais sur la CNSS et on lui permet donc de cotiser pour avoir sa couverture sociale. Pour d'ailleurs, je vais vous donner les chiffres juste pour que vous sachiez l'effort que l'État fait. Aujourd'hui, un artisan aura une cotisation de même pas 150 dirhams pour couvrir l'ensemble de sa famille par mois.
Et ils sont tous éligibles. Ça, c'est vraiment important. Ils sont tous éligibles, quel que soit leur âge, quelle que soit leur maladie. Donc, il n'y a pas d'antécédents, comme souvent c'est le cas, etc. Ils sont tous éligibles. Donc ça, je pense que c'est un effort énorme que fait l'État pour justement apporter du soutien à cette population et lui apporter la dignité qu'il mérite. Parce que vous êtes aussi ministre de l'économie sociale. Exactement. Une stratégie. Je sais que ce n'est pas les dossiers qui manquent sur votre bureau, Madame la Ministre, et les 100 jours ne sont pas encore écoulés. Mais voilà, il y a beaucoup d'urgences. Qu'est-ce qui est prévu pour l'économie sociale ? Alors, on a un travail de fond qu'on est en train de faire sur l'économie sociale et solidaire, donc sur les coopératives. On est en train de travailler, il y a un autre programme gouvernemental qui est un programme plus d'entrepreneuriat et sur lesquels on est en train de voir comment inclure les coopératives dans ce programme, justement pour pouvoir leur apporter de l'aide, soit à améliorer leur outil de production, par exemple, ça peut être un moyen, soit par exemple les aider à mettre en place une plateforme de e-commerce, les aider dans la commercialisation. Donc, c'est donc ce programme Forza qui est un programme qui est porté par le ministère de l'Emploi, mais qui est assez transversal à l'ensemble des activités, et sur lequel, donc, pour lequel, en fait, les coopératives seront une cible importante. Très bien. Bon, on va finir avec les perspectives d'avenir. Bon, je dirais pas rose, hein, parce que ne sont tout simplement pas visibles, sans visibilité. Comment vous voyez l'avenir du tourisme, Madame la Ministre ? Vous êtes optimiste ? Ben oui, je suis quelqu'un d'optimiste. Oui, il faut l'être. Hein, il faut l'être quand on a cette responsabilité. Et j'espère que je vais pouvoir insuffler de l'optimisme à l'ensemble du secteur. Mais au-delà d'être optimiste, je suis quelqu'un qui travaille dur. Et vraiment, mon rôle, c'est comme je vous l'ai dit, de préparer la reprise, de préparer la relance, de réinventer ce produit. Et sincèrement, l'ensemble du gouvernement aujourd'hui est un gouvernement d'action. Est un gouvernement d'action qui veut voir se réaliser des choses durant son mandat. Et on est tous mobilisés pour vraiment mettre en place l'ensemble des mesures, qu'elles soient court terme ou long terme, pour vraiment redonner au tourisme la place qu'il mérite et redonner au Maroc la place qu'il mérite sur la scène internationale. Et notamment rétablir cette confiance vers la destination Maroc. Complètement. Merci beaucoup, Fatem Zahra Amour, d'avoir répondu à nos questions. Et j'espère vous revoir dans quelques mois avec une relance du secteur touristique et un plan de réinvention. En tout cas, on fera le point dans quelques mois si vous le désirez. Je reviendrai. Si Marhaba, merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée à toutes et à tous.